Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré à quelques facettes du patrimoine mondial au moment où s'achève à Ouagadougou la 4e réunion des experts du groupe 5A pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Burkina espère en effet inscrire ses sites de métallurgie ancienne du fer sur la liste du patrimoine mondial lors de la prochaine session du comité qui se tiendra en juillet à Bakou, en Azerbaïdjan. Alors, c'est quoi le patrimoine mondial de l'UNESCO? Quelle est la valeur historique, culturelle et même patrimoniale des sites de métallurgie ancienne de fer du Burkina? Comment le pays des hommes intègres aborde-t-il cette candidature? C'est pour parler de tout cela que je reçois pour vous aujourd'hui sur ce plateau de Périscope, élargi pour la circonstance, 4 invités de premier plan. D'abord, Léon Ski, il est directeur des sites classés patrimoine mondial. Bonsoir, monsieur Ki, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Ensuite, Ziva Domingos, directeur national des musées d'Angola. Bonsoir, monsieur Domingos, et merci. Bonsoir, merci pour l'invitation. Également sur le plateau aujourd'hui, Abdoul Aziz Guissé, il est directeur du patrimoine culturel au ministère sénégalais de la Culture et de la Communication. Bonsoir, monsieur Guissé. Merci d'être avec nous. Content d'être avec vous. Et puis enfin sur ce plateau, Théophile Olo Dibloni, chef de département environnement et forêt à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRST du Burkina. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, monsieur Dibloni. Merci monsieur et merci pour l'invitation. Mesdames, messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 74e numéro de votre émission Périscope qui s'invite à présent chez vous. Après Manama au Barème, où il a tenu sa 42e session, le Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, se retrouve du 30 juin au 10 juillet 2019 à Bakou, en Azerbaïdjan, pour sa 43e session. Une session au cours de laquelle sera notamment examinée la demande d'inscription des sites de métallurgie ancienne de fer du Burkina au patrimoine mondial. Mais tout d'abord, c'est quoi le patrimoine mondial et que représente-t-il pour nos différents pays? On commence par vous, Léon Ski. Merci. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine mondial? La question elle est bien vaste, mais nous allons juste résumer pour dire que le patrimoine mondial, ce sont les biens culturels qui ont un intérêt majeur, qui sont si importants que l'humanité gagnerait éventuellement à ce qu'ils ne disparaissent pas. Et pour pouvoir donc avoir un bien qui cite patrimoine mondial, il faut ce qu'on appelle un projet, une déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Et c'est lorsque un bien donc a cette valeur universelle exceptionnelle qu'on le déclare donc patrimoine mondial. C'est à ce moment-là qu'on le déclare patrimoine mondial, ce patrimoine mondial qu'il ne faut pas confondre avec le patrimoine culturel immatériel de l'humanité, désigne donc, je cite, un ensemble de biens culturels et naturels présentant un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Fin de citation. Alors, monsieur Domingo, le patrimoine mondial en Angola, ça représente quoi? Ou bien, quels sont les sites de l'Angola qui sont classés patrimoine mondial? L'Angola, c'est parmi les pays les plus récents qui viennent de classer leurs sites sur la liste du patrimoine mondial. Donc, l'Angola a classé son site il y a 2 ans. C'est le premier site pour l'Angola et le premier site culturel pour l'Afrique centrale. C'est le site de Mbanza Congo, situé au nord de l'Angola. Ça représente, l'ancienne capitale de l'ancien royaume Congo qui regroupait l'Angola, la République démocratique du Congo, la République du Congo et le Gabon. Alors, vous êtes à Ouagadougou dans le cadre de cette réunion des experts où vous savez que ces sites et un ensemble de 5 complexes métallurgiques est donc candidat pour une inscription sur la liste du patrimoine. Avez-vous visité ces sites? Nous allons les visiter demain. Seulement demain. Oui. D'accord. Donc après, vous revenez nous dire comment ces sites vous ont impressionné. Et il faut ajouter que l'héritage du patrimoine mondial est un héritage donc, qui est actualisé chaque année depuis 1978 et qui compte au dernier comptage, si je ne m'abuse, au décompte de juillet 2018, 845 biens culturels, 209 biens naturels et 38 biens mixtes, soit au total 1092 biens répartis sur 167 États membres.
Et pour être complet, il faut également préciser qu'il y a 54 biens sur la liste du patrimoine en péril. Alors, Monsieur Guissé, sur quoi se base-t-on pour décider de l'inscription d'un bien sur cette prestigieuse liste? Je vous remercie. Je pense que tout à l'heure, Kilewons parlait d'une valeur universelle exceptionnelle. Ça, c'est un des éléments les plus importants. On ne peut pas être classé sur la liste du patrimoine mondial qui est considérée comme la vitrine, si vous voulez, culturelle mondiale, si on n'a pas cette valeur universelle exceptionnelle. Et cette valeur universelle exceptionnelle, elle s'apprécie sur les sites culturels comme sur les sites naturels. Sur les sites culturels, c'est peut-être un peu la signification historique qui est visée, ou alors, si vous voulez, l'expression culturelle la plus forte, ou bien la plus originale d'un pays, et qui n'existe peut-être que dans ce pays. Ou alors, même s'il y a une ressemblance avec d'autres, il y a quelque chose de particulier, d'exceptionnel, qui fait que ce site soit sur la liste du patrimoine mondial. Alors que pour le patrimoine naturel, il est mieux placé que moi pour le dire, mais c'est vraiment des œuvres de l'homme et de la nature conjuguées, ou alors des œuvres de la nature, ou alors le bien a une beauté exceptionnelle. Là, il pourra vous le dire, lui qui est naturaliste. Alors, là, on lui passe donc la main pour qu'il nous parle des critères, en tout cas des conditions pour être inscrit sur les sites naturels. Je précise juste avant votre intervention, M. Dibloni, qu'à l'heure actuelle, l'Afrique compte 52 sites culturels. Vous me corrigez, c'est parce que je parle sous le contrôle d'experts. 52 sites culturels, 38 sites naturels et 5 sites mixtes. Soit au total 95 biens sur la liste du patrimoine mondial, ce qui représente seulement 8,7% des 1092 biens répertoriés à travers le monde. Alors, Monsieur Dibloni, par rapport au site naturel, mais en même temps, qu'est-ce qui explique cette sous-représentativité du continent africain, qui est pourtant le berceau de l'humanité, et que l'on dit riche en sites naturels et culturels formidables? Merci pour la parole. Disons que les sites naturels, c'est aussi, comme on le dit, au niveau du comité du patrimoine mondial, il y a au total 10 critères qui sont listés pour désigner en fait un site. C'est-à-dire, donc il y a 6 sites. Il y a 6 critères pour les sites culturels, 2 critères pour les sites naturels. Et dans ces sites, il faut que vraiment que le site naturel représente vraiment il faut qu'il ait vraiment une valeur universelle exceptionnelle, comme je l'ai dit. C'est-à-dire sur le plan écologique, sur le plan de l'écosystème. Il faut que l'on voit qu'au niveau national, ça a une valeur qui dépasse, qui a vraiment qui base le type national, qui peut avoir, on peut dire, un caractère de type international. C'est vraiment au niveau transfrontalier des autres pays qu'on pense, qu'on voit que vraiment c'est un caractère exceptionnel et que ça mérite vraiment d'être classé. Et comme vous le faites, si on parle justement sur ces critères, il faut dire que lorsqu'on sait que l'homme intervient souvent dans la nature pour faire tout ce qu'il veut, soit c'est pour se nourrir, soit c'est pour nourrir ses animaux, c'est souvent difficile de dire que le site présente un caractère vraiment exceptionnel de valeur universelle. C'est pour cela qu'on est en train à limiter beaucoup plus les sites naturels. Et pour l'instant, au Burkina, je crois, on n'a que le site du WAP, W. Arli Penjari, qui est un site transfrontalier qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Et lorsqu'on regarde dans cette zone, c'est là où on a des espèces rares. C'est là où on a, par exemple, des antilopes qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans cette zone. Lorsqu'on parle du damalis, ce n'est que dans cette zone que l'on peut trouver dans cette espèce, dans notre sous-région. Lorsqu'on parle de guépard, ce n'est que vraiment dans cette zone, dans le W. Arli, qu'on peut avoir. Donc, c'est des espèces qui, plus ou moins endémiques, donc il faut aussi les préserver pour qu'elles ne disparaissent pas d'un jour à l'autre. Le guépard, par exemple, est classé maintenant espèce en voie de disparition. Oui, et c'est une espèce intégralement protégée dans le cas du Burkina Faso. Et on pense qu'il faut vraiment, c'est des zones qu'il faut protéger.
et permettre justement aux générations futures de bénéficier des biens qui existent dans ces zones. Alors, on va revenir à ce parc et au site déjà inscrit sur le patrimoine mondial tout à l'heure, mais en attendant, il faut, pour qu'on ait un ordre de comparaison, noter que c'est la région Europe et Amérique du Nord qui détient la palme des sites inscrits sur la liste des 514 biens répertoriés. Et plutôt avec 514 biens répertoriés, c'est la région Europe et Amérique du Nord qui détient la palme. L'Italie est médaillée d'or avec des pays possédant le plus grand nombre de sites avec 54, bien suivi de la Chine et de l'Espagne avec respectivement 53 et 47 sites sur la liste. Jusque-là, aucun pays africain ne figure dans le top 10 de ce palmarès. Il est donc légitime pour le Burkina notamment, qui a déjà 2 sites, de chercher à inscrire d'autres sites, n'est-ce pas, Leonski? Oui, nous voulons améliorer donc la représentativité de l'Afrique sur la liste du patrimoine mondial. Et c'est ce qui nous a amené à proposer donc l'inscription des sites de la métallurgie ancienne du fer, et qui en réalité n'est qu'un pas, puisque nous avons d'autres biens que nous avons portés sur ce qu'on appelle la liste indicative. Et cette liste indicative est une liste qui essaie donc de montrer les sites potentiels qui pourraient un jour être portés sur la liste donc, du patrimoine mondial. Combien de biens sur cette liste indicative? Quels sont les plus représentatifs? Et actuellement, je vais vous citer rapidement, puisque nous n'avons pas beaucoup. Nous avons la cour royale de Tchibélé, qui est inscrite donc sur la liste indicative. Nous avons les nécropoles de Bourzanga qui sont inscrites donc sur la liste indicative. Nous avons les gravures rupestres du Sahel, puisque quand on parle de gravures rupestres, nous avons 2 stations. Nous avons une station au niveau du Sahel et nous avons une seconde station qui se trouve à l'ouest, notamment dans la zone de Toussiana. Mais c'est les gravures de la station donc, du Sahel qui sont inscrites sur la liste indicative. Nous avons les centres historiques de Djoula Soga et de Bobo, notamment Djoula Soga. Et souvent, on a tendance à confondre avec la mosquée. La mosquée fait partie donc, de ces centres historiques. Et nous avons les sites de la métallurgie ancienne du fer, puisqu'il fallait que ces sites soient là-dessus avant qu'on ne puisse se proposer. Et donc justement, ce sont ces sites-là qui constituent un complexe de 5... en fait, c'était au début 6 sites, puisqu'il y avait les sites de Ronguin également, mais qui, dû à des problèmes de conservation également, parce qu'une chose est d'inscrire, mais comme je le disais, le site est un bien qu'on inscrit pour des générations à venir. Donc si vous inscrivez que vous n'arrivez pas à conserver éventuellement, ça veut dire donc que les sites quittent ce qu'on appelle la liste du patrimoine mondial pour aller sur la liste du patrimoine en péril. Donc au regard des menaces que représentait un des sites, notamment le site de Ronguin, il n'a pas été proposé pour inscription. Donc ce sont les 5 sites qui sont proposés. Alors très rapidement, qu'est-ce qui préside au choix de ce site-là pour cette candidature justement maintenant? Bon, disons que comme M. Guisset le disait tout de suite, ce sont des biens qui ont une valeur exceptionnelle. Et ce qui a prévalu pour les sites d'abord, nous avons le site de Douroula, où nous avons trouvé la date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et quand on essaie de voir dans la sous-région, notamment à l'ouest du fleuve Niger, c'est l'une des dates les plus anciennes donc, de la métallurgie. Et comme quoi on n'a pas attendu éventuellement l'arrivée de l'Occident pour commencer. Et donc c'est l'antériorité, donc l'ancienneté de ces gestes techniques. Ensuite, nous avons des sites également où les fourneaux sont très bien conservés. Vous savez que beaucoup de gens ne savent pas qu'on transformait les minéraux, puisqu'ils sont nés à un moment où il n'existait plus donc de traces de cette activité. Et avoir ces fourneaux toujours assez bien conservés, c'est assez exceptionnel. Et l'autre aspect surtout, c'est que les fourneaux que nous avons au Burkina Faso représentent d'une certaine manière tous les types de fourneaux qu'on trouvait, puisque vous avez des fourneaux qui sont aériens.
C'est-à-dire que vous avez des colonnes, des fourneaux qui atteignent et qui dépassaient les 3 mètres de haut, parce qu'il y a des fourneaux qui avaient 5 mètres de haut pas dépassés, qu'on appelle donc les bossés. Ça, c'est grâce au travail phénoménal que le professeur Jean-Baptiste Kientega a eu à faire. Je profite pour rendre hommage, parce que l'inscription, on ne peut pas dire que c'est pour lui rendre hommage éventuellement, mais on se met sur ces trappes pour pouvoir valoriser. Pour information, c'est grâce à lui que le site a été inscrit pour la première fois sur la liste indicative en 1996, et ce sont donc les fourneaux de Kindibo qui à l'origine y étaient. Donc j'ai parlé donc du fait que nous avons des fourneaux qui sont construits, qui sont aériens, mais nous avons une autre diversité qui fait une spécificité donc du bien proposé, c'est qu'on a des fourneaux enterrés, les fourneaux qu'on appelle les fourneaux souterrains. Donc vous avez des fourneaux qui ont plus de 2 mètres de hauteur, mais qui sont carrément sous terre. Voilà, donc ce sont ces variétés. Quand vous prenez un peu les travaux de Bruno Martinelli, qui a essayé de faire une typologie de fourneaux en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que tous les fourneaux qu'il a décrits, les fourneaux à colonnes et ainsi de suite, tous ces fourneaux sont représentés donc dans la série que le Burkina Faso. Donc il y a la représentativité et il y a le côté exceptionnel que ces fourneaux soient toujours très bien conservés pour pouvoir témoigner donc de ces gestes techniques. Alors, autre chose, vous êtes un expert de ces questions-là. Ces fourneaux sont situés un peu partout, donc éparpillés sur plusieurs provinces, notamment le Sam-Mantenga, l'Oubri-Tenga, le Zondoma, le Tui et le Moun. Est-ce un atout, une faiblesse de présenter ainsi un ensemble de sites qui sont éparpillés géographiquement parlant? Non, ce n'est pas une faiblesse. En fait, je reviens sur une question importante que vous nous avez posée. Bien la sûr. Sous-représentation Exactement. des biens africains sur la liste du patrimoine mondial. Ça, c'est une affaire importante pour nous. Déjà, si nous repartons sur l'historique même de la Convention, la Convention de 72, 1972. et les gens qui ont conçu cette Convention l'ont conçue dans une logique héros-centrée. C'est-à-dire, ce qui est mis en exergue, c'est les évidences. Donc, c'est des monuments, c'est des sites qui ont des évidences en termes de matérialité. C'est ça. Donc, déjà là, l'Afrique perdait un peu le terrain, parce qu'il fallait prouver qu'il y a quelque chose d'évident. Ça, c'est une des choses. Une deuxième chose, c'est que monter des dossiers de candidature demande une certaine expertise. Bon, au fil des années, l'Afrique n'avait pas cette expertise-là pour pouvoir présenter des candidatures exactement en bonne et due forme. Bon, là, il y a une expertise qui s'accroît et cela justifie aujourd'hui que la tendance, petit à petit, va être renversée. Donc, c'est des éléments qui prouvent un peu pourquoi nous avons été pénalisés durant un certain nombre de temps. Et avec des débats actuels au niveau du Comité du patrimoine mondial pour essayer de diversifier la typologie des biens. Par exemple, on est dans un cas typique maintenant de fourneaux du Burkina. C'est cette richesse africaine maintenant que nous voulons montrer au monde. Que voilà, quand on parle du patrimoine mondial, on ne peut pas seulement se limiter à regarder ces évidences en termes de monuments. Il y a plusieurs choses derrière qui ont cette valeur universelle exceptionnelle. Donc, le cas du Burkina, c'est un cas pour vous au monde que nous pouvons vraiment diversifier la typologie des biens sur la liste du patrimoine. Alors, en parlant d'expertise, M. Guisset, vous êtes un expert en la matière. Vous avez d'ailleurs contribué à monter plusieurs dossiers dans plusieurs pays. Qu'est-ce qu'on met en avant donc, dans ces dossiers? Au-delà des critères, hein, comment on fait ce travail? Comment se construit ce travail de mise en avant de ces sites? C'est un travail de longue durée et qui demande des équipes multidisciplinaires. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, on a eu un problème d'expertise en Afrique, mais souvent quand on monte un dossier de ce genre, le site a déjà un potentiel. C'est-à-dire vraiment il a quelque chose d'exceptionnel, il a cette valeur universelle qui est là, mais qu'il faut prouver. Qu'il faut prouver par des attributs, qu'il faut prouver par une analyse, qu'il faut prouver par un ensemble de données qu'il faut collecter sur le terrain et avec les communautés pour présenter un dossier scientifique, technique qui montre cette évidence effectivement qu'on nous demande ailleurs. En réalité, la 72 part un peu de la charte de Venise qui a été faite par des architectes.
Donc, c'est Alors, l'Europe. et pour les téléspectateurs, quand vous parlez de la 72, Ouais, vous parlez de la convention de 1972. Voilà, la convention de 1972. Ce qui fait que ce qui était proposé, à la limite, c'était fait pour l'Europe hellénistique, avec tous ces anciens châteaux, toutes ces anciennes églises. Voilà, entre le Moyen-Âge avant même le Moyen-Âge, de l'Antiquité jusqu'à aux époques contemporaines, l'Europe a classé tout ce qu'il fallait classer dans cette période. C'est bien après la déclaration de Nara, où on a dit que l'Afrique et l'Asie ont autre chose à proposer. Et c'est là où on a commencé à voir l'archéologie et également ce qu'on appelle aujourd'hui les paysages culturels. Nous, au Sénégal, on a les paysages culturels en pays bassari qui sont des ethnies minoritaires ou alors des minorités ethniques, parce que les gens n'aiment pas ethnies minoritaires, qui ont une culture tout à fait exceptionnelle, comme chez les Dogons. Et qui sont inscrits. Et qui sont inscrits au patrimoine mondial. Et là, c'est vraiment un paysage culturel où on a la fusion entre l'homme et la nature, cette interaction, l'aménagement de l'espace, la vie culturelle, les croyances. C'est un ensemble d'éléments qui n'existaient pas avant et aujourd'hui qu'on peut classer sur la liste du patrimoine mondial. Alors justement. Je pense que de ce point de vue, on a besoin de toute cette expertise des historiens, des architectes, si vous voulez, des ethnologues, voilà, un ensemble d'éléments que nous avons en Afrique. Ah oui, nous avons en Afrique cette expertise, nous avons beaucoup d'universitaires, beaucoup de techniciens qu'on a mobilisés pour faire tous ces dossiers. Les 3 derniers dossiers sur lesquels on a travaillé au Sénégal, c'est vraiment une équipe vraiment d'archéologues, d'architectes, de Sénégalais, de professeurs d'université avec qui on a travaillé et qui ont permis vraiment de classer ces 3 derniers sites, le delta du Saloum, les pays Bassari et les mégalithes, les cercles mégalithiques. Donc maintenant, l'Afrique a suffisamment d'expertise pour faire mieux et rattraper quelque peu son retard. Ça, je suis persuadé et je l'affirme vraiment, on a toute l'expertise. Maintenant, de l'autre côté, il manque quand même voilà, le nerf de la guerre. Mais ça aussi, on ne va pas dire qu'on n'a pas de moyens financiers, donc on ne va pas classer des sites. Non, on a l'expertise. C'est vrai que les finances, c'est quelque chose d'important, mais à force d'ingéniosité, comme l'a fait le Burkina, on arrive quand même à finalement classer des biens. Et même si on n'a pas tous les moyens qu'il faut sur le plan financier pour concurrencer des pays de l'Europe ou de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Nord. Alors justement, aujourd'hui, vous venez de sortir d'une réunion des experts pour parler de cette candidature du Burkina. Dans quel état d'esprit cela s'est passé? Disons que de façon générale, tous les experts qui étaient présents, et ils étaient confiants qu'il fallait avoir surtout un même esprit, c'est-à-dire il faut que nous parlons le même langage pour tous les dossiers qu'on aura à défendre, bien sûr, au niveau du comité du département qui aura lieu, bien sûr, à Bakou. Donc, il faut bien sûr qu'on ait un langage et lorsqu'il y a des dossiers à défendre, il faut beaucoup plus dans l'ensemble que l'on se mette d'accord pour les différents points. Il ne faudrait pas que les pays aillent de façon séparée en rang dispersé. Qu'ils disaient la même voix. Il faut qu'on ait la même voix. C'est vrai que ce n'est pas souvent évident, mais il faut d'abord que l'aspect technique prime. Maintenant, si en temps, puisque dans ce genre de trucs, il y a surtout le lobbying qui prévaut. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un site, même si techniquement on trouve que ce n'est pas évident que ça passe, on peut approcher par exemple les politiciens, nos États, pour dire qu'il faut soutenir. Et là, il faut d'abord qu'en tant qu'expert, on donne en fait l'aspect technique, ce que ça vaut. Et maintenant, bon, que le reste, on verra sur l'aspect, est-ce qu'il y a lieu que ça passe ou pas. Alors, c'est comme ça. On va avoir un esprit unique, un même esprit dans la défense des différents dossiers surtout. Justement, est-ce que Ouagadougou a réussi à impulser cette unicité de voix par rapport à ces sites de métallurgie à l'ancienne de fer? Disons que pour la métallurgie ancienne du fer, déjà on part assez confiant. Parce que le dossier qui avait été monté, les experts internationaux qui ont eu à étudier le dossier ont dit qu'il faut que ça soit inscrit. Et de façon générale, lorsqu'on dit qu'il faut que le site soit inscrit, il est très rare qu'à l'arrivée on dise que ce n'est pas inscrit. Et pour ça, quand même, tous les Africains, même si quelqu'un venait à poser un veto, pour tous les Africains, on a le même esprit qu'il faut l'inscrire. Et il faut justement qu'on essaie de voir avec peut-être les autres pays qui sont là. Parce qu'on est au total 21, l'Afrique, il y a 5 États.
et avec justement la diplomatie qui peut intervenir justement pour que ça passe. Nous passons au niveau de l'Afrique, en tout cas du groupe 5, on est assez confiant et on a un esprit qu'il faut que le site soit inscrit. Alors, monsieur Ki, le 20, c'est le 10 juillet. Le 10 juillet au soir, on va crier victoire. Les sites de métallurgie seront inscrits sur le patrimoine mondial. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Bon, disons que comme Dibloni le disait tout de suite, c'est une question de recommandation donc, de l'organe d'évaluation qui s'est dit que bon, les critères que nous avons proposés, ces 3 critères, et nous nous sommes dit que ça répondait puisqu'on a parlé de l'ancienneté, le fait que ce soit des éléments qui sont assez marqueurs donc d'une évolution technologique et surtout également le fait qu'il y a toujours cette jonction entre les passés et les présents. Puisque quand on parle de métallurgie, c'est vrai qu'on ne continue plus de transformer traditionnellement, mais les forges sont toujours une réalité dans nos pays. Donc il y a toujours cette jonction et vous avez des expériences de réduction éventuellement. Donc les critères sont satisfaisants, mais ce n'est pas seulement une question de critères. Il faut également prouver qu'il y a un mécanisme de protection assez dynamique. Et dans le cadre donc, du projet, nous avons également fourni donc, des informations qui montrent que l'État parti du Burkina Faso a pris les dispositions pour que les biens ne disparaissent pas juste après l'inscription. Mais au-delà de ce travail scientifique, j'allais dire administratif, les communautés aussi ont développé des techniques endogènes pour conserver. Quand vous partez dans des pays comme un pays Mouaga, l'espace de Bossé, où on considère déjà le fourneau comme étant la maison des génies. Donc cette conception a déjà joué dans le sens de la conservation durable des sites. Et nous avons des villages également qui ont développé des stratégies même où il est fortement interdit d'avoir à couper des arbres ou à cultiver dans l'aire des biens. Donc il y a cette protection endogène qui sont là. Donc avec tous ces éléments qu'on a pu démontrer, donc, je pense que, sauf éventuellement un cas exceptionnel, nous avons bon espoir, peut-être ce ne serait même pas de 10, mais puisque quand on voit un peu le programme, ce serait autour du 7, entre les 7 heures et plus tard, voilà, nous aurons la proclamation. Les Moussés disent que c'est-à-dire que si je mange les arachides, ça veut dire que je les ai en main. C'est parce que nous n'avons pas l'arachide d'abord en main que nous ne pouvons pas donc commencer à manger. Mais lorsque le comité nous remettra l'arachide qui nous a été promis, je pense que nous allons donc commencer à jubiler si tout va bien à partir donc à la fin de la session. Alors justement, vous avez souligné un point qui est très important. Qu'est-ce que deviennent ces biens-là après? Comment on fait pour les protéger, pour la postérité? Souvent, les sites ne sont même pas connus des populations. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là pour éduquer à la fois les populations, les communautés, les autorités, pour prendre conscience que c'est des biens impérissables et qui doivent être protégés et même vulgarisés auprès des populations? Donc, dans l'historique de la Convention, l'exigence du plan de gestion est venue pratiquement à la dernière décennie. Là. Donc, on s'est rendu compte de biens qui étaient inscrits avant, il n'y avait même pas un plan de gestion. C'est ça. Donc, maintenant, c'est une exigence. Vous ne pouvez même pas inscrire un bien si vous n'avez pas un plan de gestion qui va convaincre les comités que le bien déjà sera protégé. Il va apporter des bénéfices pour les communautés. Et dans ce plan de gestion, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu, dont les éléments de sensibilisation, évidemment, parce que les communautés sont impliquées, donc ils sont sensibilisés sur la valeur du site pour le protéger. Les autorités, tout le monde, en fait, toutes les parties prenantes vraiment s'impliquent dans la démarche. Ils connaissent les biens, ils savent que c'est pour notre bien, c'est pour notre développement. Donc, tout le monde est sensibilisé. Et après l'inscription, la sensibilisation augmente. Parce que le bien n'est plus un bien national. C'est un bien il devient mondial, bien de l'humanité. Donc, voilà. Donc, là, ça remet entre les mains donc, de tout le monde la responsabilité encore de pouvoir les protéger pour les générations futures. Monsieur Bissé, il y a certains qui ont comparé cette compétition, entre guillemets, à la Coupe du Monde du point de vue donc, des biens culturels. Vous êtes d'accord avec ça?
Disons que l'inscription au patrimoine mondial, c'est un label. Bon, quand vous avez votre site sur la vitrine mondiale, vous jubilez, hein, vous gagnez quelque chose d'exceptionnel. Et quand on est dans les grandes salles, dans ces grandes messes du comité du patrimoine mondial, quand on annonce l'inscription, c'est des moments extrêmement... C'est comme au football, vraiment. Ah, mais justement, Les vous, gens, vous, vous ils qui jubilent. étiez à plusieurs... Décrivez-nous un peu, comment ça se passe là-bas? Bon. Il y a des apartés, il y a des Oui, négociations bon. en coulisses à nouveau. Comment ça se passe finalement? Bon, mais ça, comme il disait tout à l'heure, il y a l'aspect diplomatique, il y a l'aspect politique pour un site quand même qui a peut-être le potentiel, mais auquel il manque peut-être quelque chose, ou alors on nous oppose au site africain quelques petits problèmes de gestion qui peuvent être réglés après. Dans ces cas-là, bien sûr, il y a des coulisses, hein, pour voir un peu comment faire Pour arrondir les angles. pour que le site passe. Ce n'est pas pareil avec un site où l'organe d'évaluation a déjà dit c'est bon, comme pour les métallurgies du Burkina. Mais dans d'autres cas, les coulisses sont nécessaires, d'autant plus qu'ils ont besoin de nous. Nous aussi, on a besoin d'eux. Donc, on négocie pour voir comment arrondir les angles. Mais je veux dire simplement que, comme il l'avait abordé tout à l'heure, la gestion, c'est un autre problème. Il faut inscrire un site, il faut le gérer. C'est quand même, vous l'aviez dit tout à l'heure, malheureusement, beaucoup de sites africains se trouvent sur la liste en danger. Mais si on regarde beaucoup, la plupart du temps, la plupart de ces sites, c'est des sites naturels, la plupart. Hein, et qui sont souvent dans des pays où il y a eu la guerre, par moment. L'Afrique centrale, on retrouve beaucoup de sites qui sont dans la liste en péril. Chez nous, on a un site qui est le Nyokolokoba est en péril. Ça n'a rien à voir avec peut-être un pays qui est en guerre. C'est quelquefois des problèmes d'espèces, d'écosystèmes qui se perdent. Là aussi, c'est un problème de gestion. Vraiment, c'est un problème de gestion. Le braconnage, il y a beaucoup d'éléments qui sont là et qui font que peut-être si on ne fait pas attention, on peut retrouver ces sites sur la liste du patrimoine en péril. C'est vrai, c'est des défis importants, c'est des challenges. Quand il y a un plan de gestion, il faut des moyens, il faut la mobilisation des communautés, il faut vraiment faire beaucoup de choses pour que le site reste sur la liste prestigieuse et ne pas aller dans le purgatoire. Parce que la liste en péril, quelquefois, on y reste longtemps. C'est ça. Et vraiment, pour sortir, c'est un problème. Voilà. Alors, rapidement, M. Dibloni, il y en a aussi qui nous disent il faudrait qu'on se prépare à accueillir cette inscription comme on célébrerait les étalons rentrant avec le trophée continental ou même le trophée mondial, pourquoi pas. Alors, est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit? Est-ce que vous sentez finalement que les populations adhèrent à toute cette... à tout ce mouvement qui se met en place? Est-ce qu'il y a une fièvre qui monte selon vous? C'est comme si c'est une affaire d'experts et de scientifiques et que finalement les populations sont un peu en marge, ils regardent ça un peu de loin et de haut. Et c'est vrai, est-ce la fièvre, moi c'est vraiment le problème qu'il faut se poser parce que, mais je pense quand même ces dernières semaines, la presse a fait quand même un travail très remarquable et dans toutes les radios, dans toutes les télés, on parle effectivement de la réunion des experts qui se déroule présentement et qui doit prendre fin avec la visite à Kaya, sur un des sites de métallurgie ancienne du fer. Et autrement dit, je me dis s'il y avait est-ce que nous-mêmes on avait fait une sensibilisation assez forte pour que les populations sachent ce que c'est que d'inscrire un site dans le patrimoine mondial. Parce qu'il a dit, M. Guissé, c'est un label. Et dès lors que vous êtes inscrit justement sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial, vous avez tout le regard sur le pays. Ce n'est pas vraiment pour vous. Et vous avez l'obligation maintenant de faire une protection. Et si vous avez aussi l'obligation de faire une protection, c'est dire que toutes les activités que vous devez entreprendre au niveau du site, vous pouvez avoir l'accompagnement même des fonds du patrimoine mondial pour que justement toutes les populations qui sont aux environs puissent bénéficier en faire des fruits. Et bien sûr, lorsqu'il y a la protection, c'est dire qu'il y a aussi le tourisme qui est là pour justement permettre à la population. Le site est connu sur le plan mondial. Donc, du coup, on dit que voilà un pays qui s'est conservé, qui s'est protégé. Et je me dis que dès lors que vous avez quand même un nom sur le plan mondial,
ça mérite quand même d'être accueilli. Ça mérite d'être accueilli, ça mérite d'être célébré, voilà. Mais peut-être pas la foule des matchs. La population ne connaît pas. Et c'est justement à nous de faire la sensibilisation pour qu'ils sachent réellement de quoi il s'agit. Justement, monsieur, qu'il faut faire un travail en amont pour que les populations connaissent mieux ces sites-là. Oui, bon, est-ce que la communauté a été associée? Bon, disons que nous avons cette chance que nous ne travaillons pas seulement qu'avec la 72, mais nous avons également la chance d'être des facilitateurs pour la Convention 2003, c'est-à-dire la Convention pour le patrimoine culturel immatériel. Et ce patrimoine, cette convention veut que lorsqu'on entreprend une action, il faut que l'initiative vienne de la communauté. Et on a parlé des mécanismes de protection. Un plan de gestion, ce n'est pas des experts qui s'asseyent dans un bureau pour l'élaborer, mais c'est lorsqu'on travaille avec les communautés, puisque c'est la vision que la communauté offre de son bien, pour les perspectives éventuellement, c'est tous ces aspects qu'on essaie donc d'élaborer ensemble. Donc, est-ce que les communautés ont été impliquées à la base depuis l'élaboration? Et chaque site où nous avons rencontré les différents acteurs, nous avons travaillé ensemble, ne serait-ce même déjà que pour la documentation. Et à l'issue de la documentation, pour les plans de gestion, nous avons fait l'analyse, c'est-à-dire nous avons essayé d'identifier tous ensemble quelles étaient les menaces que le site avait, quelles étaient ses potentialités, quelles étaient ses forces, quelles étaient ses faiblesses. Et ensemble, on a essayé de développer des stratégies. Si vous avez certainement suivi, au mois de novembre, nous avons eu même donc à valider les plans de gestion, donc, et les systèmes de gestion des sites de la métallurgie, parce que ça doit être un document consensuel. Ce n'est pas un document qui doit engager que le ministère de la Culture, qui n'est en réalité là pour accompagner les communautés. Donc les communautés sont suffisamment au courant, puisque le processus a commencé depuis 2012-2014, mais maintenant l'aspect, puisque ce n'est pas des gens qui sont à Ouagadougou éventuellement, est-ce que cette communauté pourra venir à Ouagadougou pour assister? Là, c'est une autre paire de manches, mais il revient donc à ceux qui sont sur place à Ouagadougou ici et dans les environnants de faire en sorte que donc l'accueil de la coupe culturelle donc des sites de la métallurgie soit éventuellement triomphant, si je peux m'exprimer de la sorte. Alors c'est une coupe, c'est une médaille, c'est des étoiles, c'est une couronne. En tout cas, le Burkina a déjà inscrit 2 sites sur le patrimoine mondial. Un mot rapide sur les ruines de l'Oropénie, inscrites sur la liste du patrimoine mondial, c'était en 2009. Ce sont des ruines qui ont été découvertes en 1902. Elles sont situées près de Gawa, dans la province du Poni. On ne va pas s'attarder sur ce site-là. Monsieur Dibloni nous parlait du complexe WAP, c'est ça? WAP, W Arli et Pendjari, qui abrite la plus grande réserve faunique de l'Afrique de l'Ouest, si je ne m'abuse, c'est ça? On y trouve la plus grande population d'éléphants de la région, la seule population viable de lions de cette partie du continent, ainsi que plus de 460 espèces d'oiseaux, 80 espèces de reptiles et 120 espèces de poissons. Des espèces comme le guépard, le léopard, le lion et la gazelle sont menacées de disparition. Alors, très rapidement, comme on a des experts venus d'horizons divers, quels sont les sites africains qui vous ont le plus fasciné? Ça, c'est difficile d'apprécier. C'est difficile d'apprécier parce que, comme on l'a dit, si on va dans les sites naturels, peut-être c'est la beauté. Quand tu rentres dans les sites culturels, c'est peut-être les symbolismes historiques ou voilà, les poids historiques des sites en soi. Mais vraiment, on a du mal même à se dire, bon, ça c'est au-dessus de l'autre. Donc c'est incomparable en fait. Chaque site c'est un site, c'est un cas. Vraiment, c'est un cas à part et ça c'est difficile d'apprécier. C'est le cas pour vous? Disons que c'est des typologies différentes. Il y a des sites vivants, il y a des sites fossilisés parce que c'est des sites archéologiques. Voilà, il y a des sites naturels. J'avoue par exemple que moi j'ai travaillé sur beaucoup de sites urbains, et voilà, comme Grand Bassam, comme Agadez, comme Saint-Louis. Mais l'expérience peut-être la plus marquante de ma carrière, c'était beaucoup plus dans le paysage culturel du pays Bassari. Parce que là vraiment c'était exceptionnel de voir ces populations
qui ont vécu longtemps dans les grottes, qui ont conservé des choses qu'on n'arrive plus à voir en termes d'expression culturelle. Ça m'a beaucoup fasciné et voilà, je pense que c'est un coup de cœur, voilà, comme ça, c'était excitant comme dossier, on a travaillé là-dessus. Bon, maintenant, comme il a dit, quelquefois, c'est des sites d'une beauté exceptionnelle quand on va, par exemple, sur un site naturel. Là, on est complètement renversé en Afrique du Sud ou en Afrique australe, on a des sites naturels. Mon Dieu, c'est vraiment fascinant. Je vois bien, M. Guisset, que vous êtes très épris de ce site du pays Bassari. Vous êtes historien de formation, membre de l'International Council on Monument and Sites, c'est-à-dire le Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS. Vous avez notamment pris une part active à toutes les activités d'inventaire et de documentation, à l'élaboration de dossiers d'inscription, je l'ai dit tout à l'heure, au patrimoine mondial, d'au moins 3 biens effectivement classés au Sénégal. Il s'agit donc des cercles mégalithiques de la Sénégambie en 2006, du delta du Saloum, c'était en 2011, et puis justement du pays Bassari en 2012. Alors félicitations, j'espère que votre contribution dans ce dossier nous permettra également d'avoir, comme on dit, l'accord du patrimoine mondial très bientôt. Mais plusieurs sites sont considérés comme étant en péril par l'UNESCO. En 2018, il y en a 20 qui ont été ajoutés à cette liste de sites en péril. C'est notamment le cas du parc national de la Garamba, en République démocratique du Congo. C'est également le cas de la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba en Côte d'Ivoire et en Guinée, ou encore celui du parc national du Nyoko-Koba, c'est ça, au Sénégal. Que faire pour sauver et préserver ces biens? C'est vrai que c'est difficile, d'autant qu'une fois que ça rentre donc dans ce groupe-là, il est ensuite difficile de les faire remonter. Alors, on va s'adresser aux naturalistes. Bon, que faire pour que ces sites sortent de la liste en péril? Ouais. Disons que c'est difficile, mais lorsque effectivement un site est vraiment beaucoup menacé, et il y a justement toutes ces disparitions, il y a lieu effectivement de faire appel à certains, comme le disait Jiva, il faut justement procéder à la conservation, et la conservation suppose justement qu'on ait quand même un soutien, quelque part justement, c'est souvent difficile, mais on a besoin encore d'un soutien pour la surveillance, c'est-à-dire dès lors qu'on renforce la surveillance, bien que ce soit des sites naturels, on sait que lorsqu'un site naturel est bien protégé, la surveillance est remise, la population participe justement à la conservation. C'est très facile, très facilement, vous pouvez voir que aussi bien que la végétation se reconstruit et les espèces qui avaient disparu reviennent. Et on a connu effectivement des sites beaucoup plus, par exemple, je crois bien c'est un peu dans certaines îles, vers le Paraguay, en Afrique, en Amérique centrale, où des sites étaient effectivement en péril, mais avec le soutien peut-être financier de certaines institutions, on a vu que la végétation est venue, les espèces sont revenues les espèces animales sont revenues à leur place. Et on a vu que la population a commencé même à faire de la production intensive tout autour, pas dans le site, et ça a permis justement au site de revenir sur la liste du patrimoine mondial. On ne le veut pas pour nos cas parce qu'effectivement, pour chercher les financements, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Donc, dès lors qu'on est vraiment classé, c'est comment faire justement pour conserver le site à l'état. Je crois que c'est surtout notre cas. Autrement dit, si la conservation y est, on revient à l'état et la végétation se reconstitue, les espèces animales, et on peut faire de la production. Alors, peut-être un dernier aspect, parce que le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme. Il y a également le fait que certains biens de grande valeur ont été détruits pour des raisons idéologiques et ou religieuses. On se souvient de la destruction des 2 statues géantes de Bouddha dans la vallée du Bamiyan, c'est en Afghanistan. Ces statues massives ont été sautées par les talibans qui les ont qualifiées d'idoles et qui protestaient, je cite, contre les fonds réservés à leur préservation qui auraient pu servir à nourrir la population afghane qui connaissait alors une famine. Fin de citation. Alors, c'est vrai que c'est une perte pour le patrimoine de notre communauté humaine. Comment on fait dans ces cas-là, même si on alloue des fonds pour préserver des biens
de grande valeur, on en arrive à des situations politiques, idéologiques ou autres qui font du tort justement à l'humanité. En fait, il y a plusieurs facteurs qui menacent les biens. Si on cite les cas africains, bon là on est parti sur un cas du monde arabe, mais on a des cas en Afrique. Comme au Mali. Voilà, on a parlé du Mali, on a parlé de l'Afrique centrale, où il y a justement les questions de conflit, et de plus en plus maintenant dans les menaces terroristes. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Justement. Donc, ça devient une menace pour le continent qui va impacter ensuite le bien en termes de conservation. Donc, du coup, on risque de voir encore d'autres sites sur la liste du patrimoine mondial en péril. En péril. À cause de ces menaces-là. Mais il y a un autre aspect sur lequel on a beaucoup discuté pendant notre réunion. C'est l'équilibre entre la conservation et le développement. Parce que les sites naturels, c'est là où nous avons des mines, c'est-à-dire des ressources minières, et parfois du pétrole. Donc du coup, le continent a besoin de se développer, donc il faut exploiter. Or, si on exploite, on touche exactement. Donc voilà le dilemme. Alors comment régler cette équation? Comment régler l'équation? Bon, toujours est-il que c'est en tant qu'expert et gestionnaire la plupart du temps, c'est de faire en sorte qu'on puisse faire du bien un levier du développement, c'est trouver d'autres astuces. Ce que nous n'avons pas relevé depuis, c'est que quand on inscrit en réalité un bien, il avait parlé du cas des biens naturels, ce n'est pas des biens en tant que, que biens, monuments et autres, mais il y a ce qu'on appelle la zone tampon, qui est une aire assez grande qu'on délimite pour pouvoir renforcer la protection, et on trouve des potentialités, des ressources naturelles qu'il faut donc exploiter, mais dès qu'on touche, qui mettent donc en danger la valeur universelle exceptionnelle. Une zone tampon qui est parfois plus large que la zone concentrée. Si on prend le cas de l'Europénie, ça fait 279 hectares qui ont été donc utilisés pour protéger à peine 1 hectare donc, des ruines. Donc vous voyez comment c'est immense quelquefois, et avec la pression démographique, donc c'est souvent compliqué. Mais qu'est-ce que nous devons faire, c'est de pouvoir développer d'autres stratégies qui font en sorte que on puisse faire développer l'industrie touristique qui peut être une potentialité. Quand je parle d'industrie touristique, je prends le cas des ruines de l'Europénie. Je peux faire en sorte que tout le monde aille à l'Europénie, visiter les sites sans vraiment dépenser 5 francs comme droit d'entrée. Mais c'est comment faire en sorte que la communauté qui est là, qui est à côté du bien, puisse en retour proposer des activités dans le sens où le touriste qui vient puisse dépenser au moins et puis contribuer au développement. Donc c'est cet ancrage que nous devons éventuellement arriver à développer comme stratégie. Cette stratégie est-elle sur la table, monsieur? C'est comme des faits sociaux, comme tout fait social, c'est pas une révolution, c'est mais une évolution. Si je prends le cas des ruines encore, qui est notre bien culturel, vous allez voir que nous sommes dans une communauté où ce n'est pas le commerce qui était une activité qui avait été beaucoup développée. Et par contre, si les ruines étaient à Ouagadougou, en pays Mouaga, on allait voir qu'il allait avoir beaucoup de commerces qui allaient se développer tout autour. Donc il nous faut travailler donc à faire changer les mentalités éventuellement au niveau de la communauté pour que l'industrie touristique, j'allais dire, puisse s'installer un peu pour pouvoir les permettre. Donc on puisse, à partir donc de la mise en tourisme du site, permettre aux communautés de pouvoir sortir leur épingle du jeu. Il y a un travail culturel à faire pour préserver les sites et culturels et autres. C'est les communautés. Parce qu'on classe avec les communautés, on classe peut-être même pour les communautés. Il faut que ces communautés soient impliquées. Mais la question vraiment des parcs, c'est un problème extrêmement sérieux, et c'est vraiment là où l'Afrique est en train de préparer tout un argumentaire, tout un plaidoyer pour être entendu. L'Europe s'est déjà développée, l'Europe a ses routes, l'Europe a ses ponts, l'Europe a énormément de choses. D'ailleurs, c'est les anciennes industries européennes du 19e siècle qui sont maintenant classées patrimoine mondial. Alors que nous n'avons pas encore ces routes, nous n'avons pas encore ces ponts, nous n'avons pas encore ces barrages.
Le cas du Nyokolo, parce qu'on n'a plus de temps, le Nyokolo, c'était d'abord ces questions de problèmes d'espèces, d'écosystèmes. Ils ont réglé ça, mais au moment où rétablissait l'équilibre au niveau du parc, on a commencé à exploiter la mine d'or à côté. Et même pas dans la zone tampon, alors l'UICN a commencé à dire, voilà, il faut des études d'impact, il faut ceci, il faut ceci. Et le site est encore là, bloqué. Et voilà, l'État a choisi quand même de faire exploiter la mine d'or. Parce que donc les ressources naturelles, le terrorisme, les guerres, beaucoup de menaces sur nos biens. Il va falloir y travailler sérieusement pour que chacun, dans chaque pays, on ait la culture qu'il faudrait du respect de ces biens et de leur protection. C'est important. On va terminer ce tour de table avec peut-être monsieur qui? Ah oui, monsieur. En fait, je voulais revenir sur un aspect de liste en péril. En fait, je suis parti en Amérique centrale. Pourtant, on a un cas très à côté de nous, la Côte d'Ivoire, la Comoé. La Comoé est un site du patrimoine mondial qui avait été inscrit justement sur la liste en péril en 2003 à cause justement des problèmes politiques que le pays a connus, à cause bien sûr des menaces. Et de 2003 jusqu'à 2013, c'était inscrit sur la liste, c'était toujours sur la liste en péril. Jusqu'en 2017, ce n'est qu'en 2017, avec les travaux que le parc a reçus, les gestionnaires ont reçus, ils ont pu reconstruire la faune dans la zone, toutes les espèces sont revenues, et en 2017, à Cracovie, justement, c'est sorti sur la liste en péril. Sorti sur la liste en péril, on ne va pas aller plus loin, et on va donner juste 30 secondes à M. Ki pour qu'il nous dise, comme un avocat, ce qu'il dira à Bakou pour que notre dossier revienne avec la coupe. Bon, disons que, comme je disais, ce n'est pas forcément un avocat parce que on a déjà un avis favorable, sauf éventuellement un cataclysme, et tout va bien se passer. Donc, ce qu'il faut dire, c'est de remercier déjà l'ensemble des parties prenantes. Et quand on parle des parties prenantes, c'est l'administration, ce sont les experts étrangers et surtout la communauté qui a accepté donc et porter ce projet et faire en sorte donc qu'on puisse avoir un troisième bien et si tout va bien et s'il plaît à Dieu sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un troisième bien pour le Burkina, le Sénégal en a déjà 7. En tout cas, en un mot commençant, la mission principale de la liste du patrimoine mondial est de faire connaître et de protéger les sites que l'organisation considère comme exceptionnels. Car ainsi que le souligne la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, je cite, le patrimoine est l'héritage du passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux générations à venir. Nos patrimoines culturels et naturels sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Fin de citation. Prenons-en donc bonne note et sauvegardons, vulgarisons et protégeons nos patrimoines partout, tout le temps. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 74 qui recevait pour vous Léon Ski. Il est directeur des sites classés patrimoine mondial au Burkina. Merci, Monsieur Ki, d'être passé nous voir. C'est à nous de vous remercier. Également ce soir, Ziva Domingos est directeur national des musées d'Angola. Merci, Monsieur Domingos, et j'espère que vous reviendrez après la victoire pour qu'on reparle de nos sites métallurgiques. Certainement, merci pour l'invitation anticipée. Également ce soir, Abdoul Aziz Guissé, le directeur du patrimoine culturel au ministère sénégalais de la Culture et de la Communication. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous, M. Guissé. Merci infiniment et un bon Ouagalais, je reviendrai pour fêter. Avec le plébiscite. Bien sûr. Et puis Théophile Olo Dibloni, chef de département environnement et forêt à l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, c'est l'INERA. C'est un institut, c'est l'un des 4 instituts du Centre national de la recherche scientifique et technologique, le CNRST du Burkina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci de continuer de parler du patrimoine naturel et culturel du Burkina Faso et du monde entier. Merci à Clarisse Benao qui a assuré la réalisation de ce numéro de Périscope avec la complicité des équipes techniques et de production de Burkina Info, menées respectivement par Jean Fofana et Valérie Zongo. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission et prenons soin les uns des autres pour une Afrique gagnante et rayonnante.
Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.